très heureux aujourd'hui d'accueillir Bernard Stiegler et Alain Prochian qui vont nous parler du cerveau et de ses relations avec le monde artificiel. Moi, je m'arrête là, je ne vous en dis pas plus, mais ça va être, je n'en doute pas, tout à fait passionnant. Donc Bernard Stiegler, il est philosophe et non seulement philosophe, mais aussi directeur de l'IRI. L'IRI, c'est l'Institut de recherche et innovation au centre Georges Pompidou, et également le fondateur d'une association que certains d'entre vous ici connaissent, je sais qui la connaît, cette association, c'est Ars Industrialis, qui est une association sur les technologies de l'esprit et leur promotion internationale. Et puis, il est aussi professeur à l'Institut, non, c'est pas l'Institut, c'est une université technique de Compiègne. Donc la technique est déjà abordée, rien que par les titres, mais il est aussi auteur d'une trentaine d'ouvrages. Maintenant, pour Alain Prochian, c'est pas n'importe qui non plus, puisqu'il a gagné avec ses recherches, ses découvertes, il a gagné le Grand Prix de l'INSERM, et c'était en 2007, je crois. Et en quelque sorte, il est atypique, parce qu'un neurobiologiste qui plaide dans son dernier livre qui s'appelle « Qu'est-ce que le vivant ?», il plaide peut-être probablement aussi dans les autres, mais moi je ne les ai pas tous lus, j'ai lu le dernier, qui est sorti fin 2012, il plaide pour cette interdisciplinarité et pour que les sciences et les sciences humaines se conjuguent et dialoguent, comme on essaie de le faire aujourd'hui. Pourquoi est-ce que j'ai eu envie de proposer cette discussion avec Alain Prochian? Comme vient de vous le dire Britt, je m'intéresse de plus en plus à la question du cerveau, et pas simplement du cerveau, mais du vivant, et de son rapport au non-vivant, dans le contexte de ce que Georges Canguilhem appelait la vie technique. Je pense d'ailleurs qu'Alain Prochian et moi-même, nous partageons un intérêt puissant pour le travail de Canguilhem. Georges Canguilhem a, dans un livre très connu en particulier, enfin il l'a dit dans beaucoup de livres, mais en particulier dans ce livre qui est son livre, qui est sa thèse, le normal et le pathologique, il a dit deux choses très audacieuses dont je ne suis pas sûr qu'on ait encore vraiment tiré les conséquences. Il a dit que, alors d'abord que la vie, bon, c'est un processus qui invente des formes de vie, mais il a dit aussi que la vie humaine, c'est une forme de vie qui est intrinsèquement liée à la production d'organes artificiels. Ce qui l'a amené à soutenir une position qu'on pourrait pratiquement appeler post-darwinienne. Je cite, il dit ceci: « L'homme est cet animal qui, par la technique, réussit à varier sur place même l'ambiance de son activité. » L'ambiance, c'est au sens de l'Umwelt qu'il faut l'entendre ici. Par là, c'est-à-dire en référence à Jakob von Uexküll, par là, l'homme se révèle actuellement comme la seule espèce capable de variation. Et c'est là que ça devient important et pour moi extrêmement audacieux. Il pose la question suivante: est-il absurde de supposer que les organes naturels de l'homme puissent à la longue traduire l'influence des organes artificiels par lesquels il a multiplié et multiplie encore le pouvoir des premiers? Canguilhem dit: l'homme, même physique, ne se limite pas à son organisme. Ayant prolongé ses organes par des outils, c'est au-delà du corps qu'il faut regarder pour apprécier ce qui est normal ou pathologique pour ce corps même. Donc, on a affaire à un philosophe qui est aussi un médecin.
C'est un philosophe qui a décidé de faire de la médecine pour pouvoir faire de la philosophie. C'est fait comme ça. Qui affirme que la question de la santé excède la question du corps. C'est intéressant ça. Je le cite encore. Ce qui caractérise la santé, c'est la possibilité de tolérer des infractions à la norme habituelle et d'instituer des normes nouvelles dans des situations nouvelles. Fin de citation. Ce que je veux introduire comme question, c'est le problème de ce que j'appelle l'organologique. L'organologique tel qu'il vient, selon moi, recoder l'organique. Et en particulier, évidemment, l'organicité des organes physiologiques, mais en particulier l'organicité du cerveau. La plasticité cérébrale, pour les êtres vivants qui sont dotés d'un système nerveux, est une condition fondamentale de la santé. S'il est vrai que celle-ci est la capacité à inventer de nouvelles normes dans un contexte d'infidélité du milieu. Cette invention, Gilbert Simondon, qui est un élève de Georges Canguilhem, l'appelle l'individuation. Selon moi, il y a 3 processus d'individuation qui se produisent corrélativement et indissociablement dans la forme de vie technique, qui sont l'individuation psychique, biopsychique, on pourrait dire, l'individuation collective ou sociale, et l'individuation technique. Et je soutiens qu'on ne peut pas séparer ces 3 types d'individuation, mais qu'on ne peut pas réduire l'un à l'autre, ou aux autres. Si l'organe cérébral et sa plasticité sont constitués par une double mémorisation, une mémoire génétique et une mémoire, disons, nerveuse, appelons-la comme ça, ou somatique, en fait, elles dialoguent en permanence, selon moi, avec une 3e mémoire, qui est une mémoire artificielle, une mémoire que j'appelle organologique. Nicolas Carr, qui se réfère là précisément à Marianne Wolf, montre que l'écriture est ce qui a permis finalement de produire un stade noétique du cerveau qui était absolument non possible avec le cerveau lui-même. En fait, il montre que le cerveau, et il ne le montre pas simplement à propos de l'écriture, il montre que le cerveau, d'une façon générale, le cerveau noétique, a toujours besoin de s'articuler avec des techniques de ce type. Je pense que lorsque Nicolas Carr présente ce que c'est pour lui que l'acquisition de la capacité de l'attention profonde, de la lecture profonde, c'est le résultat d'un processus d'éducation. Ce processus d'éducation, c'est ce qui consiste finalement à désautomatiser des modes de fonctionnement pour acquérir d'autres types d'automatismes. C'est ce que montre Stanislas Lem très bien d'ailleurs. L'acquisition de la lecture, c'est une acquisition d'automatismes. Ces automatismes-là, ce sont des automatismes qu'on pourrait appeler techno-organiques. Ce ne sont pas des automatismes purement organiques. Si aujourd'hui tout cela est en train de s'agencer étroitement, notamment dans l'étude et l'instrumentalisation du cerveau, nous voyons émerger quelque chose que j'appelle moi un neuropouvoir. Et quand je dis ça, je ne suis pas du tout contre le neuropouvoir. Je pense que les cerveaux, ce sont des organes qui se cultivent et qu'il y a toutes sortes de modèles culturels qu'on peut en développer. On peut en avoir une vision monoculturelle, quand on parle de monoculture en agriculture, on peut avoir une vision polyculturelle, si je puis dire. Mais quoi qu'il en soit, une question fondamentale se pose aujourd'hui, c'est celle d'une politique du neuropouvoir. Et je pense qu'une telle politique pose un problème épistémologique fondamental, sur lequel je vais m'arrêter, qui est le problème du darwinisme. Je crois qu'aujourd'hui, il faut véritablement s'interroger sur la pertinence d'une pensée que j'appelle post-darwinienne. Quand je dis post-darwinienne, ça ne veut pas dire qu'elle est contradictoire avec le darwinisme. Ça veut dire qu'elle procède de quelque chose que Darwin lui-même avait d'ailleurs interrogé dans La descendance de l'homme, et que Wallace, dans une vision qui évidemment n'est pas du tout la mienne et qui a très mal terminé, avait essayé d'investiguer. Et pourquoi est-ce qu'il n'avait, à mon avis, ni lui ni Darwin correctement posé le problème? C'est parce qu'il ne posait pas le problème de la mémoire technique. Il n'y a aucune question de la mémoire artificielle chez ces penseurs du vivant. Or, on ne peut plus ignorer
le rôle de la mémoire artificielle aujourd'hui dans la vie, notamment la forme de vie technique. Voilà ce que je voulais dire, Alain, pour ouvrir une discussion. Pour moi, il n'y a pas un cerveau, et puis il n'y a pas le corps, le prolongement du corps. Je ne fais pas ces séparations dehors-dedans. Donc, si on voit la pensée, puisque finalement c'est quand même ça qui nous intéresse en tant que sapiens, mais aussi en tant que bactérie, tout pense. Si on voit la pensée comme un rapport justement adaptatif, pour reprendre le terme darwinien, entre l'individu et son milieu, ou entre une espèce et son milieu, c'est-à-dire que je dis souvent on ne se baigne jamais deux fois dans la même personne, mais c'est vrai, c'est-à-dire qu'on évolue. On s'individue, c'est le terme que je pense est le bon terme. Alors il y a derrière ça, il y a une explication. Moi je ne suis que biologiste, donc il y a une explication biologique derrière tout ça sur laquelle je pourrais éventuellement donner des explications si ça intéresse quelqu'un. Qui n'est pas sûr d'ailleurs, ça c'est pas grave, mais si la pensée c'est effectivement un rapport adaptatif, c'est aussi une interaction permanente avec le milieu. Ce qui est différent chez Sapiens, c'est qu'il y a cette mémoire qu'on appelle la culture. On peut appeler ça, tu en as parlé tout à l'heure, comme on veut, mais simplement que la génération suivante part de là où la génération précédente l'a laissé, en gros, quoi. Et qu'à se promener dans un laboratoire et de voir comme les jeunes qui arrivent sont plus à l'aise que les vieux singes avec les nouvelles technologies, qu'on peut rendre compte de ça immédiatement, d'ailleurs. Quiconque a eu des enfants, par moi, j'ai passé mon tour, mais quiconque a eu des enfants a fait cette expérience évidente. Donc ça, c'est la différence de Sapiens, c'est que ça avance. Est-ce que ça va dans le mur ou ailleurs, ça c'est un autre problème, mais en tout cas, l'espèce se modifie dans la mesure où elle accumule ces traces culturelles qui sont cette troisième mémoire, je pense, à laquelle tu faisais allusion. Et ce qui veut dire que le milieu dont on part, à chaque génération, nous construit un cerveau différent. Donc, alors peut-être que ça, c'est la façon à moi très bête de dire ce que tu as dit. C'est que le milieu technique modifie notre cerveau d'individu, mais des zéros, dès que ça démarre. Alors évidemment, aujourd'hui, dans certaines civilisations, les gens savent lire. Ils apprennent, dans d'autres, pas forcément d'ailleurs, tout le monde ne sait pas lire. Mais ces neurones ont été... j'aime assez l'idée de Stan que des neurones qui servaient à autre chose dans d'autres civilisations ont été recrutés pour apprendre à lire. Donc c'est sûr que les premiers sapiens, 200 000 ans, ne lisaient pas, mais ils étaient capables d'extraire des formes dans la nature, des formes droites, des formes courbées, et puis après on peut utiliser cette façon d'extraire des formes pour lire des formes, parce que bon, la lecture c'est quand même des formes. Donc, oui, oui, que l'outil soit le prolongement du cerveau, mais que le cerveau soit aussi le prolongement de l'outil, c'est pas quelque chose que je trouve. Ce qui m'intéresse plus, c'est comment c'est possible. Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'un cerveau permet ça, et pas n'importe quel cerveau, le nôtre. Qu'est-ce qui fait qu'un cerveau comme le nôtre peut construire des outils et être construit par les outils aussi, donc dans un mouvement qui est réciproque, mais qui à chaque fois décale le système. Alors tu dis ça s'accélère, je ne sais pas si ça s'accélère. Ça va vite, ça c'est sûr. Ouais, c'est la question, au fond, c'est la question des trois mémoires. La mémoire génétique, la mémoire épigénétique, la mémoire neuronale, qui est en partie génétique et épigénétique, donc une espèce de mélange des deux. Et puis, la mémoire culturelle, qui est le ballon c'est le fireman bucket, c'est le truc qu'on se passe de génération en génération dans les sociétés humaines. Je voudrais quand même ajouter quelque chose, Alain. Et là, il est vraiment bien arc-bouté pour dire fous-moi la paix, laisse-moi tranquille avec mon cerveau. Reparlons de Canguilhem un petit peu. Canguilhem dit que la pensée, c'est justement pas l'adaptation. C'est-à-dire que c'est précisément quand on ne s'adapte pas qu'on pense.
Et que là, je parle de Canguilhem. Canguilhem définit, d'abord, il dit que l'homme, je le cite, ne se sent en bonne santé, ce qui est la santé, dit-il, que lorsqu'il se sent plus que normal, et qu'il est en excès sur son milieu et en désadaptation par rapport à son milieu. Il ajoute cette autre phrase très 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 intéressante, extraordinaire je trouve. Le pouvoir et la tentation de se rendre malade sont une caractéristique essentielle de la physiologie humaine. Moi je pense que ce sont des questions très très importantes, ces questions-là. Enfin, Canguilhem, il est mort. Oui, c'est sûr. Donc, on ne peut pas lui demander de penser ce qu'il penserait aujourd'hui, j'en sais rien. Non, mais je peux te demander ce que toi tu penses de ce qu'il dit. C'est-à-dire que Canguilhem, c'est un moment, je pense, assez intéressant d'une réflexion sur le vivant. C'est-à-dire que le normal pathologique, bon, c'est une référence, mais aussi le vivant et son milieu. Tous les travaux que Canguilhem a pu faire autour de Claude Bernard et autour de Darwin, qui sont quand même, curieusement d'ailleurs, les deux références pour moi les plus importantes, avec Turing, en fait. Donc, ce qui m'a intéressé chez Canguilhem, c'est pas forcément le normal et le pathologique, parce que je pense pas qu'il y ait une physiologie pour construire les organismes, une autre pour les détruire. Je pense qu'il n'y a pas de différence. La pathologie, c'est toujours une physiologie qui déraille. Donc, on peut pas. C'est comme il n'y a pas une loi de la physique pour construire les ponts, une loi de la physique pour comprendre pourquoi ils s'écroulent. C'est les mêmes lois de la gravité qui fait qu'on peut construire un pont et qu'il peut s'écrouler. Donc, d'une certaine façon, pour moi, la différence entre normal et pathologique, ça reste de la physiologie pure. Donc, et pour ce qui est de la pensée, je me suis risqué à penser par moi-même, ce qui est, je peux bien l'admettre, assez dangereux, même si Canguilhem m'a fait comprendre qui était Claude Bernard par rapport à ce qu'étaient les physiciens, je dirais, post-newtoniens, milieu intérieur versus les termes des physiciens post-newtoniens, où il m'a fait un peu comprendre, il m'a mis le pied à l'étrier pour lire Claude Bernard directement, sans passer par Canguilhem, mais c'est lui qui me l'a fait lire. De même que c'est probablement Canguilhem qui m'a fait lire Darwin d'une certaine façon. Et puis Jean-François Perret m'a fait relire Darwin. Donc, mais je ne l'ai pas lu de la même façon 30 ans après, parce qu'entre-temps, j'avais quand même essayé de me forger ma petite idée des choses. Petit sapiens que je suis. Donc, j'avais quand même une petite idée de ce que c'est que la pensée. Et je m'en suis fait une idée même plus que petite, très précise. Petite mais précise. Belle mais petite. Pour moi, la pensée, c'est pas quelque chose qui est... c'est pas une substance. C'est pas déposé quelque part. Pour moi, c'est vraiment le rapport adaptatif, et là, la notion d'adaptation est très importante, entre le vivant et son milieu, pour reprendre des termes tout à fait canguilhémiens, bien entendu. Et de ce fait, je suis fait un peu tapé sur les doigts par les cogniticiens, mais non, j'en avais un au mail il n'y a pas très longtemps. De ce fait, je pense que les bactéries pensent. C'est-à-dire qu'elles ont une puissance adaptative réelle, et peut-être même probablement qu'elles nous survivront. Et que les plantes pensent d'une certaine façon, parce qu'il y a un rapport adaptatif entre la plante et son milieu. Prenez une même plante, vous la mettez sur la montagne, elle est comme ça, vous mettez sur la plaine, elle est comme ça, donc elle s'adapte. Donc c'est ce rapport du vivant à son milieu, et même au niveau de l'espèce, parce que les espèces aussi sont en compétition et évoluent. Pour moi, c'est ça la pensée, c'est la définition biologique de la pensée. Et c'est une définition d'un biologiste qui ne subsume pas les autres définitions, parce que je ne suis pas du tout un euro-impérialiste. Donc, si d'autres disciplines peuvent avoir d'autres définitions de la pensée qui sont dans le cadre de leur théorie à elles,
ça me va parfaitement. C'est-à-dire qu'un philosophe ait une théorie de la pensée qui soit différente d'un biologiste, enfin surtout d'un neurobiologiste, ça me paraît tout à fait normal, parce que la philosophie, c'est pas de la neurobiologie. Donc, et comme je reste toujours dans mon domaine, hein, je ne suis pas transdisciplinaire, mais je reste toujours. Pour moi, je ne sors pas de cette question de l'adaptation. On pourrait poser la question du lamarckisme, hein, par rapport à l'adaptation. Donc ça, c'est une question que je crois qu'il va falloir repenser, la question du lamarckisme. Je suis convaincu qu'il va falloir la repenser. Non pas que je crois à l'hérédité des caractères acquis, je rassure tout le monde aujourd'hui, ce serait mal élevé de croire à un truc pareil, mais sinon culturellement, bien entendu, parce que bon, la culture modifie notre cerveau. Chaque génération, comme j'ai dit, on repart de là où on a laissé la génération précédente nous a laissé. Donc il y a quand même une modification qui se produit au moins à travers l'éducation, à travers les apprentissages. Vous défendez l'autonomie de cette discipline de la biologie dans laquelle vous êtes, et pourtant, à écouter ce que dit Bernard Stiegler, bon, c'est autour de cette question du darwinisme, lamarckisme, nous sommes ceux vivants qui procèdent non plus par sélection naturelle, mais par sélection artificielle. Et ce qui pose avec une certaine force le couplage du vivant et de ses artefacts. Alors comment, vous avez dit implicitement, oui je suis d'accord, mais comment peut-on rester dans cette discipline en ayant acquiescé à cette idée que nous sommes ce vivant, cet être biologique qui est surdéterminé permanence par l'organologie, ce qu'appelait Bernard Stiegler l'organologie, c'est-à-dire le technique. À vous écouter, il y a une forme de déni. C'est oui, mais ça ne m'intéresse pas. Et en même temps, je le reconnais. Donc je ne sais pas trop si c'est sérieux ou si c'est juste de l'humour. Je ne suis jamais vraiment sérieux, mais je suis très sérieux quand même, parce que d'abord l'espèce humaine est très neuve. Enfin, vous, ça ne vous paraît pas neuf, mais 200 000 ans, c'est de la blague, d'accord ? Donc oui, on est une espèce technique, hein, bien entendu, sinon on ne serait pas là. Hein. Ça, c'est évident. Que sans la technologie, il n'y aurait pas de sapiens. On aurait été déjà bouffé par tous les bêtes, les autres. Donc on s'est défendu, hein, on a développé des armes, des machins, des trucs. Donc si vous avez lu mes livres, l'homme est un animal technique, bien entendu. Mais il est un animal technique parce que son cerveau est capable d'inventer des outils, et ces outils modifient son cerveau. Donc je ne nie pas la chose, je ne fais que dire ça, sauf que c'est notre milieu quand même. Donc c'est un milieu qu'on sécrète, et qui, de ce point de vue, je pense que comme Guilhem, on a parlé de roi courant, oui, bien entendu, ce sont des choses réelles. Mais au départ, il fallait quand même une structure cérébrale, génétique, qui permette ça. Donc il faut comprendre, et comme je suis aussi darwinien, je ne défends pas uniquement la biologie, je défends l'indépendance des disciplines. D'accord ? C'est-à-dire que pour moi, une discipline, c'est pas un objet. C'est-à-dire que si je prends un cerveau et que je le jette à travers la pièce et que je calcule sa trajectoire en fonction d'une circonvolution, je fais de la physique. D'accord ? Je ne suis pas neurobiologiste parce que j'ai travaillé avec un cerveau. C'est-à-dire qu'une discipline, c'est un objet scientifique, et c'est la théorie qui l'entoure. C'est-à-dire que les concepts qui vont avec l'objet. Alors, ces concepts, ils ne sont pas d'éternité. Les concepts, ils évoluent, sinon la discipline n'existe pas. Donc cette théorie, elle évolue. Donc le cerveau évolue. Le cerveau aujourd'hui, c'est différent du cerveau du temps de Turing ou du temps de Claude Bernard, parce que le cerveau en tant qu'objet, c'est le même, bien entendu. Mais la théorie qui va avec, elle a évolué, et elle évoluera encore, bien entendu. Donc ce qui m'intéresse, moi, c'est justement l'évolution du cerveau en tant qu'évolution de la théorie qui va avec. Donc mon travail, c'est de faire évoluer cette théorie. Alors,
si on dit que la pression de sélection qui s'opère selon le darwinisme s'opère essentiellement par rapport aux fonctions de prédation et de défense, alors la pression de sélection s'opère sur un organe technique et pas sur un organe biologique. Maintenant, cet organe technique lui-même est produit par des organes biologiques, dont en particulier le cerveau, qui permet des réagencements d'organes, par exemple. Moi, je m'intéresse énormément aux musiciens parce que les musiciens sont des gens qui organisent, qui articulent leurs organes via un organe artificiel qui s'appelle l'instrument de musique, qui les font fonctionner tout à fait différemment des autres. Et je pense que ça, c'est une question absolument fondamentale que pose la technique en règle générale. Mais à l'époque que décrit André Leroi-Gourhan, qui est ce qu'il appelle la période de l'hominisation, eh bien, il y a un processus là de corticalisation qui, lui, soutient être absolument inséparable de la lithisation, c'est-à-dire de l'apparition des organes artificiels en pierre, enfin, les silex taillés. Donc là, il y a une question qui est quand même... on ne peut pas dire que c'est le cerveau qui était fait pour faire ces outils. C'est justement, précisément, ce que montre Leroi-Gourhan, c'est que ça n'est pas le cas. C'est un peu ce qu'il était fait pour lire. Mais il peut le faire. Il peut le faire. On ne sait pas comment ça a démarré. D'accord. Si vous prenez Homo habilis, nous on s'est séparés des chimpanzés il y a environ 7 millions d'années, un truc comme ça. Ça peut paraître beaucoup, mais c'est pas énorme par rapport à l'histoire de la vie sur Terre. Donc je dirais, dans l'hominisation s'est faite sur une... Peut-être que tu sais mieux que ça que moi, Bernard, mais je dirais sur 2-3 millions d'années. D'accord. Donc en 2-3 millions d'années, on est passé de 500 cm3 à 1400 cm3. Et c'est pas uniquement une question de taille, c'est aussi une question de qu'est-ce qu'on a fait de cette taille supplémentaire. C'est-à-dire qu'on a perdu, sur le plan olfactif, on est moins intelligent qu'un chien. Sur le plan visuel, on est moins intelligent qu'un singe. Parce que non seulement on a augmenté la taille, mais on a augmenté le salon, on a diminué la cuisine, si vous voulez. Donc on a aussi changé les bords dans le cortex. Donc, quand est-ce que le cerveau de Sapiens est arrivé? Bon, il est arrivé au moment où... Ouais, je dirais, ça dépend. Il y a des gens qui disent 120 000, il y a des gens qui disent 400 000, disons 200 000 ans, quoi, en gros. À partir de là, il n'y a pas de grosse différence entre nous, Sapiens d'aujourd'hui, et le Sapiens d'alors, mais entre... Voilà, et là, dans la descendance de l'homme que tu citais à juste titre, Bernard, qui est un livre absolument bouleversant, je pense que Darwin pose bien la question de la technique ou de l'outil, il pose même la question du vêtement. Donc, oui, à partir d'un moment, les solutions sont devenues, et les problèmes aussi, sont devenus techniques. Et notre cerveau, à travers l'éducation et à travers son développement et sa capacité justement plastique dont tu parles, à évoluer chez un individu, eh bien, notre cerveau s'est modifié dans sa structure même, parce qu'il a cette capacité justement à se modifier dans sa structure même en fonction de son expérience. Comment est-ce qu'on peut rendre compte de ce moment de transformation où vous avez l'air de penser que c'est une évolution linéaire? C'est une question que je pose. Et qu'est-ce qui peut rendre compte alors qu'il me semble qu'il y a toujours coexistence des contraires, mais à un certain moment l'équilibre qui se renverse de telle sorte que quelque chose qui n'était pas, non pas qui n'était pas avant, mais quelque chose se change dans la façon d'être. C'est intéressant, c'est une question super intéressante, la question du temps. En fait, il y a un moment où évidemment, notre histoire, d'une certaine façon, et la structure cérébrale est génétique, et surtout épigénétique, parce que le génome est tout sauf stable, comme on commence à le comprendre aujourd'hui. C'est-à-dire que notre génome aussi change. Il y a ce qu'on appelle un épigénome. Il n'y a rien de plus instable que l'ADN. Les sujets qu'on aborde, qui sont ceux qu'évoque Bernard Stiegler, c'est pas justement les sujets qu'on doit résoudre aujourd'hui, que l'humanité est amenée à résoudre aujourd'hui, ne sont pas par essence pluridisciplinaires. Je veux dire, il y a des problèmes sociaux qui sont liés à des problèmes de maladies mentales, qui sont liés à des problèmes biologiques. La biologie elle est liée à la chimie, qui est liée à la physique.
Donc est-ce que par essence, les problèmes auxquels on a à faire face ne sont pas justement à la frontière de différentes sciences? Est-ce que c'est pas ça qui caractérise la science du XXIe siècle? Et puis, je suis moi-même scientifique, je suis physicien de formation. Est-ce que vous ne pensez pas que beaucoup de très grandes découvertes ont justement été faites à la frontière des différents savoirs, physique, mathématiques, biologie, etc. Donc ça, c'est ma première question par rapport à votre posture que je comprends partiellement provocante, partiellement humoriste, que vous adoptez par rapport à ça. L'autre question qui est plus précise, celle-là, qui m'intéresse beaucoup, c'est la question de la vie, la définition de la vie, la définition de la conscience. Est-ce qu'il en existe une aujourd'hui? J'avais étudié un petit peu à l'époque les travaux de Schrödinger, il n'en existait pas à l'époque, donc j'aimerais savoir si ça a évolué. Et quelle est votre position personnelle sur la possibilité d'une vie artificielle et d'une conscience artificielle, donc qui sont le thème de nombreux films de science-fiction? Alors pour la première question, bien entendu, pour qu'il y ait de l'interdisciplinaire, il faut qu'il y ait du disciplinaire. C'est-à-dire que si on veut qu'il y ait des bords, il faut qu'il y ait des domaines. Donc je suis tout à fait, c'est pas nouveau d'ailleurs, hein, Claude Bernard travaillait avec Barnonsville, il a fait des graisses soufrées avec Berthelot. Bien entendu, les biologistes travaillent avec des physiciens et des chimistes, et de plus en plus avec des mathématiciens. La modélisation joue un rôle très important dans nos métiers aujourd'hui. Mais la question physiologique, c'est elle qui est posée au départ. C'est-à-dire que quand je regarde un cerveau, je le pense avec des questions qui sont des questions de physiologistes. C'est-à-dire que à quoi je voulais faire allusion, c'est le cadre théorique des concepts que j'utilise. C'est-à-dire que si vous prenez, par exemple, en biologie, ça évolue, ça se développe et ça se reproduit. D'accord? Ce que les cailloux ne font pas de façon simple, je dirais. Donc, ce sont des concepts dans lequel j'ai besoin de la physique, j'ai besoin de la chimie. Je suis moi-même, j'ai fait ma thèse dans un labo de chimie à MIT, donc je suis très sensible à ces questions. Donc c'est pas une hostilité de principe. Là où je me méfie, c'est des esbroufons, c'est-à-dire des gens qui parce qu'ils font trois équations un peu compliquées, s'imaginent qu'ils sont des savants, alors que des fois c'est plus compliqué que ça. Donc, mais bien entendu, est-ce que les disciplines se font au bord ou pas? Mais les bords bougent aussi, parce que justement les théories évoluent, comme je disais. Je ne pense pas que le vivant, en tant que science, que les sciences du vivant, soit une branche de la physique. Parce que je pense qu'il y a... Parce que je pense, comme j'ai expliqué, c'est pas parce qu'on est fait de matière, bien entendu, je suis matérialiste, donc j'ai besoin de la physique, j'ai besoin de la chimie, mais il y a des questions qui sont des questions spécifiques du vivant pour l'instant. C'est-à-dire que... Parce que caractériser, c'est une chose, construire une théorie, c'en est une autre. Or, un scientifique, je pense, son boulot, c'est quand même de construire une théorie. Donc moi, ce que j'essaie de faire, c'est de construire une théorie du vivant. En ce que le vivant a des propriétés qui lui sont spéciales, qu'on le veuille ou non. Donc, que la physique et la chimie m'aident à construire une théorie du vivant, c'est une chose, mais il se trouve que le vivant pose des problèmes que ne pose pas le non-vivant, et ça, si on veut le penser non pas de façon philosophique ou éthérée, mais de façon scientifique, il faut construire les concepts et les outils, même si on les emprunte à droite ou à gauche, qui nous permettent de construire cette théorie du vivant. Et ça, c'est mon boulot. Je pense que ce n'est pas une bonne question. La question de savoir si... Autre chose. Si il peut y avoir une conscience artificielle. Parce que je pense que la conscience est artificielle. C'est ça, la conscience. Donc, toute cette agitation autour de la question de savoir est-ce qu'on va arriver vers une conscience artificielle, c'est bidon, parce que c'est ça la conscience, c'est l'artificialisation du vivant. Et c'est ça le problème que les biologistes ne veulent pas penser d'ailleurs, c'est le rapport du vivant à l'artificiel. Ça leur fout des boutons. Parce que c'est quelque chose qui impose de déplacer les questions. Ça ne veut pas dire du tout de renoncer à la biologie, bien au contraire. Moi, je pense comme Alain Prochon qu'il ne peut pas y avoir de travail de discipline s'il n'y a pas de discipline. Mais en même temps, les faits, eux, sont complexes. Et ce qu'on appelle la conscience, alors ce mot ne m'intéresse pas en tant que tel, je pense que c'est un vieux mot, le mot conscience, même si c'est un mot qui reste très très important. On n'a pas parlé de Freud aujourd'hui, mais enfin il aurait fallu en parler, parce que dans tout cela, il y a des questions essentielles qui sont liées à la question de l'appareil psychique, qui ne se réduit ni au cerveau, ni au corps,
une vaste question de savoir ce que c'est qu'un appareil psychique. Pour moi, l'appareil psychique, c'est en fait une intériorisation du social dans le corps. Ce qui permet l'intériorisation du social dans le corps. Mais d'un social qui lui-même est constitué par une artificialité de son organisation. Et c'est dans ce contexte-là qu'il y a de la conscience. Ce qu'on appelle de la conscience. Après, la question de savoir si, comme c'est très à la mode aujourd'hui avec le post-humanisme, le transhumanisme, toutes ces choses-là, il est possible, par exemple, que la forme, qu'une forme non humaine au sens actuel du mot humain émerge de la conscience. Et ça, moi, je vous répondrais ce que disait Laurent Gourand. Laurent Gourand disait l'homme du XVIIIe siècle n'était pas du tout fait comme nous. On s'est déjà très très largement transformé. Et c'est un processus qui est engagé depuis en fait l'origine de l'hominisation. C'est ça le problème de l'hominisation. Donc c'est une perpétuelle réindividuation, une perpétuelle transformation. Et c'est pour ça que pour moi les questions ici sont des questions politiques. Parce que derrière toutes ces questions, il y a des questions d'organisation sociale, de décision, sur l'épigenèse collective. Et ça, ce sont des questions politiques, ce ne sont pas des questions scientifiques. Est-ce que vous pensez qu'il serait possible aujourd'hui d'augmenter ou d'adjoindre des nouvelles aires cognitives de façon invasive et donc artificielle et volontaire et non pas comme fruit d'une évolution technique naturelle, qu'on peut faire évoluer Sapiens? C'est la question est-ce que Sapiens a fini d'évoluer? Est-ce qu'on peut le faire évoluer techniquement? Génétiquement d'ailleurs. C'est-à-dire, est-ce qu'on pourrait faire un Sapiens qui a un cerveau différent? Alors, il y a différentes façons de faire. Il y a la façon technologique, c'est-à-dire que notre cerveau, aujourd'hui, l'ordinateur a prolongé notre cerveau. Donc, d'une certaine façon, notre cerveau est prolongé. C'est pas parce qu'on n'a pas des machines dans le cerveau qu'on n'a pas des machines, on est relié quand même. On ne sait plus quoi faire des fils quand on voyage. Donc, ça c'est une façon évidemment d'augmenter, quand je disais l'interface entre l'individu et son milieu augmente énormément, ce qui fait qu'on est évidemment beaucoup plus intelligent, d'une certaine façon, entre guillemets, ça ne veut pas dire grand-chose, mais c'est sûr que maintenant, moi je ne suis pas du tout un type qui est nostalgique, ouais voilà, bah, c'est très bien, je veux dire, c'est merveilleux, je dirais même, de pouvoir taper sur un ordinateur et dire Descartes est mort le 11 février 1650. Là, hein, avant, il fallait l'apprendre par cœur. La question était plus spécifique sur l'adjonction invasive de nouvelles aires cérébrales. Oui, mais c'est bien, j'y viens. Mais ça, c'est un geste technologique, biologique. C'est-à-dire que de même qu'on peut faire des vaches transgéniques, rien n'interdit de penser qu'on peut faire des sapiens transgéniques. Et donc, une fois qu'on aura compris les règles universelles qui fait qu'on peut augmenter telle ou telle aire, etc., en droit, au sens pas juridique, mais sur le plan intellectuel, c'est de l'ordre du pensable, bien entendu. Je pense que ça va se faire. C'est déjà en route de toute façon, d'une certaine manière. J'ai fait un séminaire là-dessus l'an passé. Et ça se fait où? Si vous voulez, ça se fait on n'est pas encore exactement là. Enfin, disons la télécommande des hémiplégiques. Voilà, non, mais génétiquement, c'est ça la question qui est posée. C'est modifier les aires corticales. Non, il parlait de rééquiper l'intérieur du cerveau, quoi. Greffer des cellules, c'est facile. C'est déjà commencé. Et ça se fera. C'est pas très drôle. Ça se fera. Mais moi, j'ai toujours le même... je suis désolé, je répète toujours la même chose. Je pense que c'est pas forcément un problème pour moi. Parce que pour les raisons que je disais déjà tout à l'heure, je pense que le cerveau humain, c'est essentiellement quelque chose qui se reconfigure. Et ce qui se reconfigure à un moment donné avec des électrodes ou pas des électrodes, en soi, ce qui m'inquiète, c'est entre les mains de qui ces processus et les décisions de les mettre en œuvre sont. C'est ça le problème. Après, la technicisation du vivant, pour moi, c'est la règle de l'âme noétique. Ce que Aristote appelle l'âme noétique, c'est ce qu'on appelle l'être humain. Donc c'est pas le problème. Et je pense qu'on se trompe de sujet parce qu'après on développe un anti-technicisme complètement archaïque. Non, le problème c'est quels sont les projets politiques qui sont derrière ça.
Je voulais redemander à Bernard Stiegler ce que l'on savait déjà de la dynamique de la technique. Et quand je vous entends dire il faudrait développer un cadre pour justement encadrer cette dynamique-là, je me demande si c'est même possible, puisqu'elle n'aura-t-elle pas, que je pose une question quand même, n'aura-t-elle pas toujours un pas d'avance? Donc le cadre sera-t-il pas toujours en train de courir derrière? Et vous l'étudiez vous-même, cette dynamique de la technique. Donc qu'est-ce que vous en dites aujourd'hui et pourquoi faut-il essayer de contrôler? Est-ce même possible? Alors non, je ne dirais pas exactement ça. Si j'ai dit ça tout à l'heure, ma langue a fourché. Mais en tout cas, ce n'est pas du tout ce que je voulais dire. Je ne crois absolument pas qu'on puisse contrôler la technique. En revanche, je pense qu'on peut en avoir une politique. Ce n'est pas la même chose. Pas du tout la même chose. Moi, j'observe le développement. J'étudie la technique d'un point de vue classique, comme les anthropologues, comme les historiens. Mais je l'observe aussi, je l'ai observé pendant longtemps dans des fonctions officielles. Par exemple, j'étais en charge d'observer la politique américaine de développement du numérique dans les industries culturelles. Et j'ai fait ça au nom de l'État français, à la Commission européenne. Je faisais de la veille, ce qu'on appelle de la veille. Ce sont des choses que je regarde sous différents angles, c'est-à-dire des angles très conceptuels. Par exemple, Leroy-Gourhan qui a une théorie de ça, je vais y revenir maintenant, ou des angles très informatifs. Pourquoi, par exemple, en 1989, les États-Unis ne se sont pas engagés dans la négociation sur le D2Mac Packet? C'est un sujet, vous avez presque tous oublié ce que c'était que le D2Mac Packet. C'est une technologie de télévision de haute définition pour laquelle le Japon et l'Europe voulaient lancer un grand projet. Et les États-Unis ont fait un choix stratégique qui est de dire qu'on va tuer ce truc-là parce qu'on va se lancer avec Intel et l'exploitation des microprocesseurs dans le numérique qui va faire du multimédia, et on va reprendre tout le contrôle de l'industrie audiovisuelle via l'informatique. Ça, j'appelle ça une politique. C'est ce qui fait catastrophiquement défaut aux Européens. Ils sont des crétins qui ne comprennent absolument rien à ce que c'est que la technologie. Les États-Unis, quand ils ont fait ce choix, n'ont pas dit on va décider ce que sera la technique de demain. Ils savent aussi bien que vous et moi qu'on ne peut pas décider ce que sera la technique de demain. Par contre, ce qu'ils savent, certainement de manière empirique, peut-être pour certains d'entre eux, parce qu'il y a des gens extrêmement forts aux États-Unis, en particulier en Californie, sur ces questions-là, parce qu'ils ont certainement étudié dans Leroy-Gourhan, c'est que, comme Leroy-Gourhan l'a montré de manière géniale en 1943, la même année d'ailleurs que le normal et le pathologique de Canguilhem, c'est que la technique, elle pose des problèmes comparables aux problèmes que soulève la paléontologie de Cuvier. C'est-à-dire que, je parle de Cuvier parce que Leroy-Gourhan se réfère à Cuvier. Leroy-Gourhan explique qu'on ne peut pas prédire ce que sera le vivant. Mais en revanche, on peut l'inscrire sur une trajectoire, ce qu'il appelle une tendance évolutive. Cette tendance ne se concrétise jamais en tant que telle, mais elle organise tous les faits qui vont advenir. Et donc, si on veut avoir une politique, par exemple, de la technique, il faut identifier des tendances et des contre-tendances, il faut jouer avec. Alors, moi, ce que je soutiens, c'est qu'il y a des dynamiques techniques, on peut les étudier systémiquement, parce que la technique, c'est un système, et on peut faire des analyses systémiques des dynamiques de la technique, et que ce que montre Leroy-Gourhan, c'est que, en fait, les tendances techniques, par exemple, lui, il étudie ça chez les Esquimaux, chez les Aïnous, chez des peuples du Pacifique. Il étudie ça dans ces peuples-là parce que, comme tous les ethnographes, ils travaillent sur des petits milieux, comme on l'a fait aussi en écologie, dans l'étude des mares, etc. Et donc, ça lui permet d'observer des phénomènes de manière beaucoup plus précise. Et ce qu'il montre, c'est qu'une société humaine, en règle générale, subit ce qu'il appelle des tendances techniques, mais qu'une société humaine, en règle générale, est entièrement organisée pour empêcher les tendances techniques de s'exprimer. Parce que la société ne veut pas être transformée par la technique. Elle se transforme quand elle ne peut pas faire autrement. Et si on regarde aujourd'hui les sociétés dans lesquelles nous vivons dans des sociétés qui sont entièrement organisées pour nous obliger à adopter des tendances techniques, parce que le marketing
tel qu'il s'est développé sur la base de la théorie schumpeterienne de la société industrielle du XXe siècle, à savoir que le capitalisme ne s'en sortira qu'en n'arrêtant pas d'innover et donc en développant sans cesse de nouvelles tendances techniques, eh bien ça fait qu'on a mis en place un processus pour faire tomber les résistances au changement technique. Le problème, c'est que ça bousille les systèmes sociaux. Je prends le mot système social pas au sens de la sécurité sociale, mais au sens où Bertrand Gilles dit que la langue est un système social, la religion est un système social, la politique est un système social, la fiscalité est un système social. Est-ce que ça a un sens pour un biologiste de distinguer penser et réfléchir? C'est-à-dire que penser, c'est trouver la solution à un problème, et puis réfléchir, c'est savoir est-ce que ça sert à quelque chose. Est-ce que ça a un sens de distinguer penser, et c'est vrai, c'est pour ça que quelqu'un a dit on est l'échange chez Kant, l'animal et l'homme, où la vie consiste simplement à chercher des solutions à des problèmes, mais pas de sens. Est-ce qu'il ne faut pas arrêter? Et ça, c'est lié, je crois, à Bernard Stiegler, je crois, son interrogation fondamentale, c'est le pharmacone. C'est-à-dire, est-ce que la technique va absorber la vie, qu'on devient des robots plus efficaces, plus performants, augmentés, mais incapables d'un Shakespeare ou est-ce que c'est la vie qui peut intégrer la technique? Je vais vous dire un mot du pharmacone. Pour moi, ce qui est toxique dans un pharmacone, le pharmacone étant, donc, vous l'avez compris, j'imagine, la condition de la vie technique au sens de Canguilhem, le pharmacone est toxique lorsqu'il court-circuite la possibilité par l'individu psychique d'individuer l'individuation collective. Je suis désolé de faire cette circonvolution un peu compliquée, mais pour le redire dans des termes extrêmement classiques chez les philosophes, c'est la question de l'anamnèse chez Platon. C'est-à-dire que ce que Platon présente comme le savoir véritable, c'est un processus qui fait que lorsque je vais me co-individuer avec la société dans laquelle je vis, avec les savoirs qui constituent cette société dans laquelle je vis, mon individuation va se greffer sur ce que j'appelle moi un circuit de transindividuation. Qu'est-ce que c'est qu'un circuit de transindividuation? C'est un circuit qui relie des gens qui se sont individués ensemble selon des règles d'individuation communes, par exemple les géomètres. Et la question de la pharmacologie, ce que j'appelle moi la pharmacologie, c'est celle-là. Comment faire en sorte que le développement de la pharmacone contribue à augmenter mon individuation en relation avec l'individuation collective plutôt qu'à me désindividuer par rapport à l'individuation collective. Je pense qu'aujourd'hui, on est confronté à ce problème-là de façon extrêmement brutale. Le développement actuel du numérique est extraordinairement toxique sur ce plan. Nous, quand je dis nous, je parle d'Ars Industrialis, que Brigitte évoquait tout à l'heure, l'association qu'on a créée il y a 8 ans, elle se bat essentiellement pour développer une thérapeutique du numérique, c'est-à-dire pour faire que le numérique soit au service d'une création de circuits, ce que j'appelle moi des circuits longs de transindividuation, et non pas des courts-circuits dans la transindividuation. Facebook est typiquement une machine à court-circuiter l'individuation et la transindividuation. Alors voilà, d'une façon générale, pour moi, un pharmacone, c'est ça. Dans la morphogénèse, la formation de l'enfant, vous parlez, M. Prochon, dans vos livres, d'état critique. Et là, comme vous nous disiez tout à l'heure, que vous n'aviez pas l'air de vous préoccuper beaucoup du rapport avec l'objet technique, et que donc vous n'aviez pas l'air de vous intéresser à une politique de l'éducation, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Je ne crois pas avoir dit ça, mais c'est pas grave. Vous savez, les enfants, les adolescents, pensent qu'on est intelligent jusqu'à 18 ans et qu'on devient bête après. Donc, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire qu'on est bête jusqu'à un certain âge, on est intelligent pendant une petite période, on redevient bête après. Donc, cette période pendant laquelle on est intelligent s'appelle la période critique. Il ne faut pas la rater, c'est pour ça qu'on l'appelle critique. Elle n'est pas la même pour toutes les modalités du cerveau. C'est-à-dire que, par exemple, pour apprendre un langage, pour apprendre la vision binoculaire, on a jusqu'à 5 ans. C'est-à-dire que si vous avez un enfant qui a une cataracte, et que vous ne l'opérez pas avant l'âge de 5 ans, il va être amblyope. Il y a 3% d'amblyopes dans le monde. Il y a peut-être même des amblyopes dans la salle, c'est pas impossible, il y a toujours un amblyopes, voilà. Et ça, c'est lié au fait que l'œil marche très bien, hein, il peut même être très joli,
Mais le fait qu'il n'ait pas été utilisé en conjonction avec l'autre œil fait que les terminaisons de cet œil-là ont envahi une partie du cortex et que les terminaisons qui correspondent à ce œil-là ont été éliminées. Donc c'est un moment où il y a une plasticité extrêmement importante dans certaines régions du cortex. Pour le langage, les périodes critiques sont différentes. Pour apprendre pour certaines fonctions sociales, les périodes critiques sont encore plus tardives. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui pensent, par exemple, les schizophrénies, parce que je n'appelle pas la schizophrénie parce que ce serait trop dangereux, comme des accidents de période critique au moment de la socialisation pour des raisons qui peuvent être multiples, hein, génétiques, pas génétiques, etc. Donc c'est vrai qu'il y a des périodes, pour apprendre un instrument de musique, par exemple, puisque Bernard en parlait tout à l'heure, pouvez vous mettre à apprendre le piano maintenant, vous apprendrez bien entendu, mais vous ne serez pas un virtuose comme si vous avez pu apprendre à un moment où le cortex et les mains et le système moteur et sensoriel étaient dans le cortex, c'est un moment où il peut répondre au maximum. Quand on pense à ce qu'apprend un enfant, je veux dire, c'est quand même quelque chose d'absolument fabuleux. C'est comme des éponges, et qu'à les regarder pousser, c'est même assez émouvant. Hein. Même moi qui n'en ai pas eu, j'ai regardé ceux des autres. Il y a quand même un truc assez magique quand même. Mais c'est pendant des périodes qui sont des périodes assez précises. Hein. Alors après, ça continue, bien entendu, à un rythme moins élevé. Mais... Donc ça, ce sont des périodes critiques qui sont vraiment très importantes quand on pense à des politiques de l'éducation. Hein. Ça, c'est clair, parce qu'il y a des choses qu'on peut apprendre à un certain âge qu'on n'apprendra pas après. Vous avez tort de penser que je ne m'intéresse pas à ces questions. Je m'y intéresse énormément. Je suis quelqu'un qui enseigne beaucoup, même énormément, et c'est une question qui m'intéresse, c'est une question de la plasticité cérébrale avant, pendant et après les périodes critiques. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut rouvrir des périodes d'apprentissage très plastiques chez l'adulte sont des questions qui sont absolument fascinantes. D'ailleurs, mon laboratoire travaille énormément sur ces questions pour rien me cacher. Donc c'est vraiment des questions qui sont au cœur de, je dirais pas ma réflexion, ni de ma pensée, je ne sais pas probablement quelle est la différence personnellement, mais de ma libido de savant, quoi.